What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. La Tesla Model Y réussit un exploit historique et bat 4 records. Ionity fracasse ses prix. Le prix de l'électricité augmente le 1er février 2024. Quelles conséquences pour les électromobilistes ? Chez BMW, l'électrique fait un carton. La chaîne de supermarchés Match déploie des bornes de recharge en masse sur ses parkings. Et enfin, en finir une bonne fois pour toutes avec les clichés sur les prétendues pannes de voitures électriques en hiver. Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine, un long entretien avec le PDG de Smart France, Cyril Bravard, avec qui nous évoquerons la stratégie produit et les projets de l'entreprise. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 101 du 27 janvier 2024, avec aujourd'hui pour commenter l'actualité avec moi, Sébastien Gall de Green Mobility Solutions et Charles Rivoire de WeLike, une chaîne YouTube spécialisée dans les témoignages d'utilisateurs de voitures électriques. L'actu de la semaine. Bonjour messieurs. Bonjour Eric. Salut Eric. J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode d'actualité de la voiture électrique pour le podcast What's Up par Automobile Propre. On attaque tout de suite les premiers sujets et on va parler d'abord de vente de voitures et faire un peu un bilan des ventes de voitures électriques sur l'année 2023, Seb. Oui, alors je pense que sans surprise, quand tout le monde sait que les ventes ont augmenté, je crois de près de 50%, qu'elles représentent presque un véhicule sur 5 neuf. Et le grand gagnant de cette année, c'est le Tesla Model Y. Alors je pense qu'il a battu 4 records en fait, si on regarde bien. Déjà, on va dire celui de la plus grosse voiture vendue parce que c'est quand même assez gros, un Model Y qui est, c'est vendu 254 000 exemplaires environ. Alors ça, c'est une étude, de Automotive New Europe qu'on peut trouver sur le site Automobile Propre. Là, donc, on parle des ventes européennes. Hein. En Europe, ouais. Soit plus que la Dacia Sandero, et c'est vrai que d'habitude on s'attend à des petits véhicules genre Golf ou Clio quoi. Donc deuxième record, je disais 4. Je pense que c'est le premier véhicule non européen aussi, parce que c'est quand même un véhicule américain. Et d'habitude, on s'attend à ce que ce soit des Allemands, des Français, enfin un 208 ou voilà. Donc véhicule américain le plus vendu en Europe. Je pense que ça leur ferait mal que le véhicule le plus vendu là-bas soit non américain, mais je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être un japonais là-bas. Troisième record, c'est le véhicule électrique le plus vendu parmi les voitures électriques. Ouais. Voilà. Donc à une époque, moi je me souviens que c'était la Zoé. Je sais plus quand c'était. Quand il n'y avait que la Zoé sur le marché, pratiquement, c'est sûr que elle était en tête des ventes. À 200 000 et quelques ventes voilà. Et puis alors là, le pire du pire, j'ai envie de dire, c'est que c'est le modèle le plus vendu, toute énergie confondue, quoi. Ouais. Voilà, donc le modèle le plus vendu en Europe est une voiture électrique. C'est assez phénoménal et puis ça montre qu'on est vraiment sur un point de bascule. Alors il a été aussi les ventes du Model Y ont été boostées par des baisses successives de tarifs de Tesla. Aujourd'hui, je crois que de mémoire, il est à 42 990 €. Et si on retire le bonus, qui est toujours pour l'instant le bonus écologique de 5 000 €, on est à 37 990 €. Donc voilà, c'est pas encore des prix très très grand public, mais on s'approche quand même d'un prix plus abordable. La preuve, c'est qu'il se vend très bien. Et puis surtout quand on met en regard le prix avec les prestations de la voiture. Tesla, fidèle à sa politique, propose des voitures qui sont très généreusement équipées, pratiquement sans option, et avec des fonctionnalités que l'on trouve en option souvent assez coûteuses chez les autres, voire même qui n'existent carrément pas. Je pense par exemple aux 8 caméras qui équipent les Tesla et qui filment l'environnement de la voiture en permanence pendant qu'elle roule et pendant qu'elle est arrêtée. Je trouve que ça, on n'en parle pas assez, mais c'est un truc incroyable, et c'est les seules voitures au monde qui proposent ça. Avec notamment la vision qui permet d'accéder à la vue des caméras en direct à partir de l'application de son téléphone pour voir ce qui se passe autour de la voiture et même dans la voiture. Donc ça fait partie des choses qui sont quand même hors du commun pour une voiture qui commence maintenant bonus déduit à 37 990 €.
Oui, qui a baissé en plus récemment. Ouais. Je ne sais pas si c'est un hasard après l'annonce des prix des Renault Scénic et Peugeot i2008 qui sont Ouais. bien placés. Et comme tu disais, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes que finalement elle est juste derrière les ventes de la Dacia Sandero, Mm. quelque part, c'est des gens qui veulent la bonne affaire. Tu dis qu'elle est chère, mais comparé à tout ce qu'elle offre, Mm. et puis j'ai entendu que le panier moyen, alors j'ai entendu ça dans Automoto, je crois, ce week-end, que c'était 35 000 et quelques euros quoi, pour une voiture neuve. Mm. Le prix moyen en France, finalement, on n'en est pas très loin. Mm. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises aussi dans les ventes qui achètent, mais surtout, j'ai croisé il y a pas longtemps un possesseur de Model Y. Je lui ai demandé s'il était content, tout ça. T'as l'impression que c'est toujours pareil. Hein. Si tu veux pas t'embêter et que tu passes à la voiture électrique, tu passes à la Tesla. Mm. T'es quasiment sûr de pas faire un mauvais choix, quoi. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que comme elle a empiété de façon assez importante sur les ventes de thermiques, puisque c'est la première vente toute catégorie confondue en Europe, ça veut dire qu'il y a probablement des gens chez les acheteurs de Tesla Model Y qui n'étaient pas forcément des gens très attirés par la voiture électrique, mais qui ont fait des calculs et qui se sont dit, pour 2000 euros de plus qu'une Dacia Sandero, j'ai une voiture hors du commun, puissante, très richement équipée, une des plus évoluées technologiquement, qui recharge vite, qui a une bonne autonomie, et qui va en plus me faire des économies parce que ça va me coûter beaucoup moins cher en énergie, puisque je vais faire des économies avec l'électricité par rapport à l'essence. Donc l'équation, elle est assez vite résolue. Et je pense que dans ces clients-là, il y a on n'a pas d'études encore précises démographique, mais et de typologie de clients, mais on imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être il y a seulement 6 mois n'envisageaient même pas de passer à l'électrique et qui ont fait en fait une espèce de tir groupé en disant je vais acheter une voiture qui va me coûter moins cher et qui est plus évoluée et puis ça va me permettre de passer à l'électrique. Donc bon point pour Tesla. Alors la concurrence affûte ses armes, hein. Les constructeurs européens baissent leurs tarifs, on l'a déjà vu dans un précédent podcast, et ce mouvement probablement semble assez bien engagé et pourrait conduire vraiment à une baisse générale des prix des voitures électriques dans les mois et les années qui viennent. On dit aujourd'hui qu'on pourrait arriver à un point de bascule, à un point de croisement des tarifs, des courbes aux alentours de 2025. C'est-à-dire que le truc de la voiture électrique chère, c'est encore vrai, mais ça va l'être de moins en moins au fil des semaines et des mois à venir, avec tous les modèles qui vont arriver, plus les baisses des tarifs des Européens. Charles, un mot sur ces ventes de Model Y? C'est vrai que c'est hyper impressionnant. Là, il y a eu en France 212% d'augmentation des ventes. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est à mon avis dû aux baisses de prix qui l'a rendu éligible au bonus et écologique. Et en fait, pour moi, c'est vraiment c'est une recette gagnante en fait Tesla parce que c'est simple à utiliser. Il y a un très très bon rapport qualité-prix en termes d'équipement par rapport à la concurrence, même sur le thermique. Après, ils ont aussi le réseau existant avec des tarifs de recharge rapide qui sont défiant toute concurrence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'acheter une voiture thermique aux alentours des 40 000 euros, il faut vraiment se poser la question, quoi. Parce qu'à l'utilisation, c'est beaucoup plus cher. Et comme tu le disais, attention, parce que là, la concurrence va arriver. Et je pense surtout au nouveau Renault Scénic, qui, sur le papier, annonce de belles spécificités caractéristiques liées à l'électrique et qui, je pense, va être une vraie concurrence face à la Tesla Model Y. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est de mettre un peu en perspective avec les ventes générales de voitures, toutes énergies confondues en France, parce que là, on a parlé de l'Europe. Alors en France, le tableau est un petit peu différent, puisque la Tesla Model Y arrive seulement en 8e position. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce tableau des 10 voitures les plus vendues en France en 2023, il y a simplement une voiture étrangère, c'est la Tesla Model Y, et puis la Fiat 500. Mais enfin, elle fait partie du groupe Stellantis maintenant, donc c'est une voiture italienne, mais en même temps, elle fait partie d'un groupe français. Et toutes les autres sont des voitures françaises, et ce sont toutes des voitures de petite taille, des voitures plutôt d'entrée de gamme, plutôt économiques. Alors on a en premier la Clio toujours, ensuite la Peugeot 208, en 3 la Dacia Sandero qu'on retrouve, en 4 la Citroën C3, en 5 la Peugeot 2008, en 6 la Renault Captur, en 7 la Peugeot 308 et en 8 la Tesla Model Y. Donc elle vient quand même se glisser dans ce classement qui est un classement en même temps de voitures thermiques et en même temps de petites voitures.
Et donc c'est un peu l'exception puisque la Tesla Model Y est une grosse voiture et elle est électrique. Et après en 9e, on est à nouveau sur Dacia Duster et Fiat 500. Donc une seule électrique parmi les 10 premières ventes de voitures en France. Et là aussi c'est la Tesla Model Y, un budget probablement un peu plus élevé qu'une Clio, une 208 ou une Sandero. Mais finalement plus tant que ça, et il n'y a plus une si grosse différence. Voilà pour les ventes de la Model Y. N'oublions pas aussi que la Model 3 est toujours là et qu'elle a fait une très bonne fin d'année au finish, parce que avec l'arrivée du nouveau modèle. Et puis les bruits sont de plus en plus insistants sur l'arrivée imminente de la version performance de la Model 3, qui va certainement pas chambouler ni les ventes ni le marché de l'électrique, mais qui est quand même représentatif d'une forte attente pour une partie de la clientèle. Deuxième sujet, les bornes de recharge Ionity, Charles, qui baissent leurs tarifs d'une façon assez significative. C'est vrai que Ionity, j'ai l'impression, moi, qu'ils cherchaient un petit peu la bonne offre, parce que l'année dernière, en juin, ils avaient déjà annoncé une baisse de leur prix d'abonnement. Il était à 17,99 €. Par contre, il y avait un engagement d'1 an. En juin, ils ont dit on le passe à 11,99 €, mais sans engagement. Ils ont annoncé dans la foulée en août 2023 une baisse du kilowattheure, donc qui était à 0,69, il est passé à 0,59, donc une baisse de 10 centimes. En France uniquement, je crois que dans le reste de l'Europe, on est toujours à 0,69. Ouais. On fait partie des moins chers en France. En Allemagne, effectivement, en Allemagne, Belgique, c'est plus cher. En gros, en 2023, pour amortir l'abonnement mensuel, il fallait faire une recharge à peu près de 60 kWh. Et en 2024, contre toute attente, parce que le gouvernement annonce des augmentations d'électricité au 1er février, et eux, ils se sont dit, nous, on va enfoncer le clou. Donc, ils maintiennent leur tarif du kilowattheure et ils viennent aussi proposer un abonnement mensuel à 5,99 €. Donc là, c'est pratiquement moitié prix de ce qu'ils proposaient, toujours sans engagement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une offre qui est vraiment intéressante et très compétitive face aux autres réseaux de supercharge. Et je pense surtout à Tesla, qui aujourd'hui est le moins cher. Aujourd'hui, pour les non-Tesla, ils ont un abonnement de 12,99 € et leur prix du kilowattheure est entre 0,38 et 0,46 centimes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Ionity, si on n'a pas de Tesla, Ionity est moins cher que Tesla. Par contre, si effectivement on a une Tesla, on n'a pas d'abonnement et le kilowattheure est entre 0,28 et 0,34, selon si c'est des heures pleines ou des heures pauses. Donc c'est une vraie proposition qui est hyper intéressante. Et aujourd'hui, pour amortir, en 2023, il fallait 60 kWh pour amortir l'abonnement. Et là, il faut seulement 30 kWh de recharge par mois sur le réseau. Et ça amortit largement l'abonnement. Donc c'est hyper intéressant et c'est une énorme source d'économie pour les gros rouleurs. Face notamment au prix à la pompe à essence, parce qu'aujourd'hui recharger sur autoroute, on entend tout et n'importe quoi sur différents médias, et en fait dans la réalité, recharger sur autoroute avec une voiture qui a une consommation aux alentours des 20 kWh, on va rester assez large, et c'est entre 6 et 7 € pour faire 100 km, et en thermique c'est toujours entre 13 et 14 quoi. Donc c'est plus du double. Donc une belle proposition, et je pense que ça va continuer à fidéliser, on va dire, les utilisateurs de chez Ionity. Alors les deux caractéristiques de Ionity quand même, c'est d'une part le fait que les stations Ionity soient présentes exclusivement ou presque exclusivement sur autoroute, à contrario de Tesla qui n'est presque exclusivement sur route secondaire et non pas sur l'autoroute. Il y a quelques stations Tesla sur les autoroutes, mais elles doivent se compter sur les doigts d'une main en France. Puis un petit bémol au sujet de Ionity, on sait que le réseau a été un des pionniers, donc ils ont un peu essuyé les plâtres. Ils ont eu au départ pas mal de problèmes de fiabilité et de disponibilité des bornes. Ça s'est considérablement arrangé au cours, on va dire, des 2 dernières années. Cependant, on a encore, on le voit régulièrement, des témoignages de personnes qui ont rencontré des problèmes lors d'une tentative de recharge chez Ionity. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça vous est arrivé? Vous êtes Sébastien ou Charles, vous avez déjà récemment ou couramment rechargé chez Ionity ou pas du tout? Bon, j'ai déjà rechargé chez Ionity, bien sûr, mais c'est pas hyper fréquent en fait. J'arrive professionnellement moi à recharger à la maison simplement. J'ai peut-être rencontré une fois ou deux un problème de borne qui fonctionnait pas. Ça m'est arrivé. Mais c'est assez rare quand même. Et Charles? Moi, tu sais, avec la chaîne AV, avec LCGC, on a traversé l'Europe à bord d'une Hyundai Ioniq 6 et donc on a fait 23 recharges au total, et sur les 23 recharges de mémoire, je crois qu'on en a fait 17 chez Ionity. À chaque fois qu'on a fait les recharges chez Ionity, on a pu se brancher, ça a fonctionné. Il me semble de mémoire qu'il y a 2 ou 3 fois où on est arrivé et on n'avait pas la pleine puissance, où la borne ne fonctionnait pas, et donc là, heureusement qu'il y en avait plusieurs, on s'est décalé
Donc il y a encore quelques petits bémols qui aujourd'hui, je pense, voilà, la borne marche pas, on se penche à côté, c'est disponible. Ouais. Mais effectivement, ils ont fait déjà un gros gap. Il reste quelques petites lacunes, mais je pense qu'elle va être rapidement comblée parce que la concurrence est là et il faut pas non plus rester sur ses acquis. Mais voilà, ça reste, dans mon expérience à moi, ça reste quand même assez fiable. Alors moi, mon expérience, elle est très limitée et pas représentative. Ça a dû m'arriver de charger chez Ionity sur les 2 années qui viennent de s'écouler moins de 10 fois. C'était souvent à l'occasion d'essais de voitures électriques, justement. Donc une fois avec une Porsche Taycan et une fois avec une MG Marvel R. Zéro problème. Avec la Porsche, une fois, simplement, j'ai dû changer de borne, mais c'était rien. J'ai pratiquement même pas eu à déplacer la voiture. Je me suis branché à la borne d'à côté, ça a fonctionné. La première borne ne fonctionnait pas. Et puis en Tesla aussi, ça m'est arrivé 2 fois, je crois, et ça a marché à chaque fois. Je crois que c'est toujours un petit frisson d'appréhension quand les gens arrivent sur ce genre de station, parce que bon, de temps en temps, ça marche pas. Et bon, alors j'ai entendu que la hotline de Ionity était assez réactive et que on pouvait les appeler, que généralement ils arrivaient à régler le problème à distance, mais pas toujours. Il y a eu des expériences récemment qui n'étaient pas très favorables. Mais bon, cela dit, oui. Et il y a un truc qui me choque quand même extrêmement chez Ionity. Je suis étonné que personne n'en parle jamais. Vous êtes d'accord avec moi, quand vous lancez la charge, vous êtes obligé de vous identifier. Ouais. On est d'accord. Enfin moi j'ai utilisé à chaque fois. Oui, alors quand tu veux dire s'identifier, c'est se faire reconnaître. Moi j'ai utilisé l'application Unity, hein, c'est ça. Voilà, application, badge, peu importe. Sur toutes les bornes, quelles qu'elles soient, pour arrêter une charge, on est obligé de s'identifier également. Ouais. Et chez Unity, vous faites quoi? Si vous réfléchissez bien, vous appuyez sur stop. Ouais. Vous appuyez sur stop. Et donc, vous pouvez couper la charge. Donc, n'importe qui peut couper la charge de n'importe qui à tout moment. Donc, ça, c'est un truc qui m'a toujours choqué. Et je suis étonné que personne n'en parle. Bonne remarque. Ouais, c'est vrai. Ouais. On pourra poser la question à Unity. Je la poserai probablement. Et ce qui me donnera peut-être l'occasion de les interviewer à nouveau, comme je l'avais fait il y a quelques temps, pour faire un peu le point sur tout ça. Mais c'est une bonne question. Ouais. Alors, très honnêtement, je me souvenais pas de ça. Mais ouais, ça m'a pas marqué non plus, parce que quand on a fait les recharges, il me semble que tu appuies sur stop, mais il faut que tu rebadges, non, pour stopper? Non, tu peux couper ta charge comme ça. C'est ça qui est choquant. Il y a que chez Unity. Et bon, j'ai jamais vu personne couper la charge de quelqu'un d'autre. Ça pourrait se faire par erreur, ou alors carrément ça peut devenir conflictuel parce qu'il y en a un qui veut arrêter la borne. Bien sûr. Mais voilà, c'est un truc. Je suis super étonné. On vérifiera. Allez charger, déclencher une charge sur Unity. Vous verrez. Je peux me tromper, mais si ça m'a choqué comme ça depuis plusieurs années, c'est que voilà, j'arrive, j'ai fini, je coupe ma charge, bang. Ok, j'appuie sur stop. À vérifier. Troisième sujet, on continue sur la recharge et là on va parler un peu de prix aussi de recharge, mais c'est les prix généraux, c'est les prix d'EDF qui vont donc augmenter au 1er février 2024. Sébastien. C'est pas une surprise, hein. Il y a Bruno Le Maire qui l'a annoncé. Ça fait quand même un moment qu'on parle du fameux bouclier fiscal qui permet que ça n'ait pas trop augmenté l'année dernière. Voilà, on savait pas exactement à quelle sauce on allait être mangé, 5-10%. Tous les ans, ça augmente de toute façon, au moins en août, de mémoire. Globalement, le ministre a annoncé qu'au 1er février, les prix allaient augmenter de 8,6% pour les tarifs de base, et un peu plus cher, 9,8% pour les tarifs heure creuse, heure pleine. Donc, moi, c'est ce que j'ai. Personnellement, je l'ai pas attendu pour recharger ma voiture en heure creuse. La mettre à la programmation pour que ça se recharge en heure creuse, évidemment. C'est un petit peu étonnant parce que le prix de l'électricité, on en reparlait avec le sujet d'avant, il a baissé, enfin le prix de gros, parce qu'il y a une espèce de marché de gros qui est, je crois, autour de 60 centimes du mégawattheure, donc 6 du kilowattheure. Il a vachement baissé, je crois même qu'on était à des tarifs négatifs à un moment. On n'a pas eu de problème cet hiver, on a même exporté énormément d'électricité. Donc là, c'est juste le contre-coup de ce fameux bouclier fiscal, quoi. Voilà, donc on a eu 15% en février 2023. Donc on devrait s'estimer heureux. C'est un peu moins cette année. 10% en août. Personnellement, j'utilise, je vais vous dire ce que j'utilise comme astuce, à part les heures creuses. J'ai aussi des panneaux solaires, donc ça peut aider un petit peu. J'ai aussi une batterie EcoFlow, je la recharge en heure creuse. Alors c'est pas grand chose, mais ça alimente des petits appareils électriques.
Et c'est sûr que la voiture, c'est la plus grosse conso, quoi. Voilà. Et puis, je commence à me demander si je vais pas passer sur le tarif Tempo là d'EDF. Parce que c'est ce qui est conseillé, non, quand on a... Ben, ça fait plusieurs fois que je regarde des vidéos. Là, sous les yeux, j'ai celle de France Électrique, pas celle de Willac. Désolé, Charles, je sais pas si t'en as fait une encore là-dessus. Bon, voilà, c'est les tarifs de maintenant. Offre de base EDF, on est à 22 centimes du kilowattheure. Donc ça, c'est toutes les heures. Voilà. En heure creuse, sur le tarif heure creuse heure pleine, on descend à 18 centimes en heure creuse. Donc moi, c'est ce que je fais, voilà, dans mes plages horaires heure creuse. Et puis, si on regarde, donc ils ont ce qu'on appelle un tarif Tempo, où là, en fait, ils ont 3 couleurs, on va dire, un tarif bleu, un blanc et un rouge. Le plus gros du truc, c'est le blanc, hein, je crois que c'est 300 jours, si je dis pas de bêtises. Hein. De toute façon, les auditeurs vont corriger au pire. Le bleu, il est moyen, du coup, et le rouge, c'est celui qui tape vraiment à fond, quoi. Et là, c'est 22 jours dans l'année où on est en tarif rouge. Et comme par hasard, c'est les jours les plus froids de l'année, voilà. Donc, si vous avez un mode de chauffage complètement électrique, une voiture électrique, bon, c'est les jours où, même si vous cuisinez électrique, enfin voilà, c'est les jours où il faudra faire super gaffe. Mais en attendant, bah, le reste, 300 jours où c'est à 10 centimes en heure creuse. En tarif bleu, c'est à 10 centimes en heure creuse. Et même en tarif rouge, au pire, vous avez toujours un tarif heure pleine, heure creuse. Et le tarif heure creuse est toujours avantageux, il est à 13 centimes, quoi. Voilà, donc même si là, il augmente de 10%, je me demande si je vais pas faire ça, ouais, étant utilisateur de voiture électrique, grosse conso là-dessus, ouais. Alors, ce qui agace un peu le public en réaction à cette annonce de Bruno Le Maire, qui était effectivement attendue, c'est de constater en fait que l'augmentation est de 8,6% sur le tarif de base, mais elle est plus importante, 9,8% sur le tarif hors creuse. Donc, les tarifs hors creuse va augmenter plus proportionnellement que le tarif de base. La taxe, pour préciser les choses, c'est une réintroduction progressive de la TICFE, la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, qui avait été abaissé au maximum pour contrebalancer la hausse des prix et qui là va reprendre son périmètre d'origine progressivement. Charles, tu te branches chez toi pour recharger ta voiture ? Ouais, moi je recharge essentiellement chez moi. Alors moi j'ai pas. T'as une stratégie alors moi ma définie ? Ouais, en fait, si tu veux, il faudra vraiment que je me pose pour vraiment faire ces calculs, parce que l'offre Tempo, elle est très intéressante. Par contre, ça demande d'être très très vigilant sur les jours rouges. Et si tu veux, moi, vu que je bosse toute la journée chez moi, je fais tourner les machines en journée, etc., les lave-vaisselle. En fait, moi, j'ai un tarif de base, j'ai pas d'heure pleine, heure creuse. Donc, on va dire, je paye le tarif classique tout le temps. Il faudra vraiment que je fasse mes calculs, mais tu vois, aujourd'hui, cette augmentation-là, bah, c'est pas, pour moi, il y a pas la mer, c'est pas la mer à boire, parce qu'aujourd'hui, pour recharger ma Zoé, en gros, le tarif aujourd'hui, c'est 9 €, ça me coûte 9,33 €, et avec l'augmentation, ça me coûtera 10,13 €. Donc, j'ai 80 centimes d'augmentation. Moi qui suis passé alors là, ça fait 2 ans et demi que je suis passé à l'électrique, hein, mais quand on passe d'un plein d'essence à une recharge électrique, aujourd'hui, même si l'électricité augmente de 400%, donc c'est-à-dire si on fait x4 sur le prix du kilowattheure, rouler en électrique sera toujours moins cher qu'une thermique. Donc, et si l'électricité... Il y a encore un peu de marge. Voilà, il y a encore un peu de marge. Et si, quand bien même, on arrive à ces 400% d'augmentation, bon, j'y crois pas trop. Après, on en reparlera dans 20, 30 ou 40 ans, on n'en sait rien. Mais même ça, on sait que si l'électricité augmente, le coût de l'énergie augmente. Donc, forcément, le carburant va augmenter, etc. Donc, en fait, voilà, c'est tout corrélé. Donc, pour moi, voilà, c'est une petite augmentation. OK, il intègre la TICFE dedans. Voilà, pour récupérer un petit peu le manque à gagner, hein, forcément. Ouais. Voilà, après, moins de 10% d'augmentation, c'est pas ça que je pense qu'il va faire boiter les ménages. Et ça peut être largement anticipé par soit des panneaux photovoltaïques sur une solution long terme, soit effectivement d'ajuster son contrat électrique en fonction avec l'offre Tempo. Voilà, il y a pour gagner quelques centimes ou quelques euros à la fin de l'année, je pense qu'il y a d'autres sources d'économie. Donc voilà, l'augmentation est là. Ça embête toujours qu'il y ait des augmentations, mais voilà, c'est pas non plus hyper dramatique. Je vais vous parler de mon cas personnel, que tout le monde s'en fout, mais puis en plus ça va énerver beaucoup de monde. Moi, je paye 0. Donc, en fait, pourquoi je paye 0 ? Parce que d'une part, chez EDF. Non, pas du tout. D'une part, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, habitant en centre-ville, j'ai un abonnement dans un parking public à côté de chez moi qui propose
propose 20 bornes de recharge et pour l'instant, les recharges sont gratuites. Donc, je charge ma voiture 1 ou 2 fois par semaine gratuitement sur la borne de mon parking. Le reste du temps, je charge chez Tesla et comme j'ai des crédits kilométriques, mes charges sont gratuites aussi chez Tesla. Donc voilà, ça, je sais que je vais énerver beaucoup de gens avec ça, c'est un peu provocateur, mais pour l'instant, ça va pas durer. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait 5 ans que je paye pas l'électricité avec ma voiture. Ouais. C'est un peu fou, mais imagine si on pouvait faire ça avec les thermiques. Ça paraît complètement surréaliste. Ah ouais. Ouais. À Lyon, j'ai croisé un taxi une fois qui avait acheté une S avec la supercharge gratuite. Ouais. Je te raconte pas les économies de fou qu'il faisait. Ah bah ouais, c'est clair. La voiture était vieille, hein, elle avait 200 et quelques mille, mais il faisait des économies de fou. Et puis, dans le même temps que Bruno Le Maire annonçait l'augmentation, dans le même journal TV, je crois, sur la 1, il y a un journaliste qui présentait le V2G. Oui. Et donc ça aussi, c'est un truc qu'on peut pas faire avec la voiture essence. Ouais. On peut pas alimenter le réseau, voilà. C'est que avec l'électrique, on a plein de solutions qui s'offrent à nous pour faire des économies, tandis qu'avec l'essence, t'as pas le choix, quoi. Je connais personne qui raffine ton électricité à la maison, ou alors qui fait des stocks pour revendre. Tu vois, le mec, il a une citerne chez lui et revend l'essence. Donc voilà, ça reste encore intéressant l'électrique pour plein de raisons, quoi. Tout le monde n'a pas un puits de pétrole dans son jardin, c'est clair. Dernier sujet sur l'actualité, j'avais envie d'en parler parce que en fait c'est une marque évidemment qui est très connue, qui a pas besoin qu'on parle d'elle, mais qui finalement fait son chemin un petit peu discrètement dans l'électrique et avec beaucoup de succès et une stratégie qui est assez bien pensée. J'ai l'impression, c'est BMW. BMW, eux, maintenant, ils s'embêtent plus avec des détours de langage. Ils disent clairement que l'électrique est l'avenir de la marque et que la croissance proviendra désormais des voitures électriques. Alors Charles, je vais te donner la parole, mais juste deux, trois petits chiffres. Les ventes de voitures électriques chez BMW en 2023, c'est plus 74%. Et Charles, tu as peut-être d'autres chiffres à nous donner, sinon je les redirai derrière. Là, ils ont vraiment annoncé en fait le point de bascule. Pour eux, ils disent OK, aujourd'hui, vu l'augmentation de nos ventes en voitures électriques, on va miser là-dessus. Les voitures électriques, sur leur vente totale, ça représente 15%, donc en 2023. Leurs deux modèles phares, c'est le BMW iX1 et la BMW i4. Et si le constructeur continue vraiment sur cette lancée, cette croissance, d'ici 2026, leur vente de voitures électriques représentera un tiers de leur chiffre d'affaires. Et pour faire ça, ils annoncent en 2025 une nouvelle gamme avec des progressions technologiques, donc une amélioration de 30% de l'autonomie et une augmentation des puissances de recharge à hauteur de 25%. Ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui à leur modèle, c'est qu'ils font des voitures qui sont... Voilà, pour les clients BMW, ils sont pas dépaysés. On reste vraiment dans l'univers de BMW, la conduite, etc. Ouais. Ils ont vraiment des véhicules aujourd'hui avec des capacités de batterie qui sont cohérentes, des puissances de recharge aussi qui sont cohérentes, mais ce qui manque un petit peu, c'est un peu l'efficience. Et donc, si aujourd'hui, effectivement, ils retravaillent un petit peu leur gamme, parce qu'en plus, là, ils annoncent d'ici les 2 années à venir 6 nouveaux modèles, mais une gamme vraiment retravaillée, plus efficiente, avec des meilleures puissances de recharge, je pense que ça peut vraiment faire un game changer sur le marché de la voiture électrique et on va voir de plus en plus de BMW circuler sur nos routes, je pense. Alors ils ont une stratégie qui est un petit peu à part, c'est-à-dire que ils ont continué à produire et à proposer des voitures thermiques et leurs voitures électriques, enfin celles qui sont disponibles. Ils ont ils ont au moins 5 ou 6 modèles maintenant dans la gamme. Ils ont la série 4 thermique et puis ils ont la i4 électrique qui est une réplique électrique de la série 4. C'est la même voiture avec simplement une propulsion électrique. On a maintenant la même chose avec la série 5 et la i5 qui vient d'arriver. Et puis on a aussi la i7 et puis on a aussi la iX1, la iX3. Donc en fait, à chaque fois, on a des modèles qui existent à la fois en thermique et à la fois en électrique. Et comme tu le disais, Charles, ça permet à la clientèle de ne pas se sentir dépaysée et de retrouver vraiment les mêmes sensations de conduite, les mêmes plaisirs de conduite qui étaient un petit peu la marque de fabrique de BMW. Finalement, c'est une stratégie qui semble payante. Et puis maintenant, ils vont tranquillement s'orienter vers une évolution et sortir cette fameuse gamme sous le sigle Neue Klasse qui va être le point de départ de nouvelles voitures. Alors là, pour le coup, conçues
exclusivement autour de plateformes 100% électriques. Donc ça devrait arriver en 2025-2026. En même temps, ils ont annoncé qu'ils auraient un peu de retard parce que BMW fait partie des marques qui travaillent beaucoup sur les batteries tout solides. Et donc, ils annonçaient ça à l'origine pour 2027-2028 et ils ont repoussé à 2030. J'ai l'impression que la recherche et développement sur ces nouvelles batteries solides n'est pas aussi facile que prévu, parce que Mercedes a annoncé la même chose également. Mais BMW, je trouve, a une stratégie qui est intelligente. Ils font pas de bruit, ils avancent tranquillement. Et puis, ils continuent à faire des belles bagnoles, mais maintenant avec une double gamme, une gamme à deux tiroirs, soit thermique, soit électrique, avec pratiquement les mêmes équipements, les mêmes caractéristiques, la même ligne, etc. Donc, ils font pas de bruit, très bon jeu de mots pour l'électrique. Ouais. Et surtout, en fait, ils font des voitures haut de gamme, si tu regardes bien. 60 000 euros, par exemple, enfin, dans ces ordres de prix, imaginons, tu vois, t'achètes une série 3 ou une série 5. En fait, les électriques sont moins chers que les thermiques dans leur gamme, déjà. Ce que, pour l'instant, on n'a pas encore sur les voitures compactes ou plus petites. Ouais. Donc, finalement, si t'as 60 000, 70 000 euros à mettre dans une BMW, tu vas comparer les deux. Et si l'électrique est moins cher déjà au départ à l'achat et que ensuite tu y gagnes en entretien, en frais, etc. Bien sûr. Je veux dire, ils ont tout compris. C'est les mêmes voitures, le client n'est pas dépaysé comme tu disais, et en plus elle est moins chère. Voilà. Et puis alors ils ont aussi, on a parlé beaucoup de la fin du bonus écologique en Allemagne en novembre et à partir de novembre 2023, qui a été une véritable déflagration parce que c'est une décision qui est arrivée très très vite et très brutalement. Et donc on a constaté, il faut le reconnaître, que les ventes de voitures électriques en Allemagne se sont effondrées. On peut le dire parce que je crois que c'était moins 30 de mémoire. Je parle de mémoire, moins 38% en novembre et moins 55 ou 54% en décembre. Donc là, on parle de ventes divisées par deux. Je pense qu'il y a un effet un petit peu blast comme ça, mais que les ventes vont probablement se ressaisir. Et en fait, ça touche pas BMW parce que BMW, j'imagine que j'ai pas vérifié tous les tarifs, mais je pense qu'aucun de leurs modèles ne sont éligibles à des bonus écologiques et ça n'empêche pas la marque de progresser très fortement dans ses ventes de voitures électriques. Donc ça prouverait encore une fois que les bonus sont un petit peu en trompe-l'œil et que à partir d'un certain niveau de gamme, ça n'impacte pas du tout les ventes. Donc ça va être intéressant de suivre ce que va faire BMW. Vous avez eu l'occasion d'essayer des BMW électriques, vous deux, ou pas du tout? Alors moi non, pas encore. Moi je suis monté dans la i3, mais je l'ai pas essayé. Bon, c'est plus tellement d'actualité la i3 quoi. Ouais, j'ai pas eu cette chance non. Mais tu regardes la i3, elle est sortie il y a un moment et aujourd'hui tu la vois dans le paysage, elle dénote pas du tout. Et l'intérieur, c'est vraiment une voiture haut de gamme. Et alors, tu vois, ils ont pas renouvelé parce que derrière, il y a la Mini qui est sortie, etc. Mais c'est encore une voiture aujourd'hui qui cote super bien et qui peut correspondre à l'ensemble des besoins journaliers d'un foyer français. Donc, c'est vraiment une super voiture. Et c'est vrai que moi, je voulais prendre ça à la place de ma Zoé, mais bon, le tarif était quand même 5 000 euros plus cher. Mais la i3, quand on était allé à Oslo là, avec la chaîne EV, on envoyait mais à tous les coins de rue, quoi. Ah oui. C'est vraiment une super voiture. Et pourtant, elle a, alors je sais plus l'année de sortie, mais elle est sortie juste après la Leaf et la Zoé. Ouais, elle est sortie 3-4 ans après. Et donc, ils ont quand même une belle vision là-dessus. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir avec leur gamme vraiment développée voiture électrique. Très bien, à suivre. Autre sujet, j'avais envie d'en parler parce que ça boucle beaucoup avec les sujets aujourd'hui d'équipement, d'infrastructures de recharge sur les points où on peut pratiquer la recharge en temps masqué sans perdre de temps, et puis un peu la recharge à destination aussi, ou faire recharger sa voiture quand on fait autre chose. Et c'est le cas donc avec cette chaîne de supermarchés qui s'appelle Match, qui vient de signer un contrat pour développer de façon très rapide l'installation de bornes de recharge devant ces supermarchés, Charles. Donc comme tu le disais, alors c'est une chaîne de magasins, j'ai regardé un petit peu, donc ils sont implantés en fait dans le nord-est de la France, en Belgique et au Luxembourg. Et là, ils ont donc décidé d'ici fin 2024 d'équiper leur parking de bornes de recharge rapide, soit un total de 700 points de charge. Donc ça, c'est vraiment top. C'est PowerDot donc, qui va s'occuper de l'installation, de l'exploitation, de l'entretien des bornes. Donc c'est un réseau qui est quand même assez fiable. On parle d'un investissement total de 17 millions d'euros. Donc des investissements qui sont majeurs. Donc ça monte bien, ça monte bien dans la dynamique du marché. Hein. Les ventes de voitures électriques progressent, les installations de bornes de recharge aussi. Et on voit toutes les chaînes, de plus en plus de chaînes de supermarchés qui équipent leur parking. Donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est comme McDonald's, hein, on l'a échangé lors du dernier podcast ensemble. McDonald's, ils vont équiper leur parking avec les Zivia. Il y a Noroto avec le réseau R3, qui est une filiale du groupe TPT.
Il y a Lidl aussi qui équipe leur parking de station de recharge. J'en ai une juste à côté de chez moi, là, à Villefranche-sur-Saône. La station, elle est vraiment canon. C'est hyper bien indiqué. Il y a un totem avec le prix du kilowattheure. C'est vraiment top. Et Carrefour aussi avec le réseau Lego. Donc, ça montre bien que là où en fait les gens s'arrêtent pour faire leurs courses, quand ils font leurs courses, ils s'arrêtent à peu près 40 minutes. Donc, l'idéal, en fait, c'est que tu arrives, tu proposes un prix qui est cohérent. Bah, en fait, pendant 40 minutes, tu branches ta voiture et elle est largement remplie quand tu repars. Donc, ça va vraiment en fait continuer dans cette lignée de vraiment développer, de démocratiser la voiture électrique et de la rendre encore plus simple et accessible. Et en fait, dans un futur qui est quand même assez proche, n'importe où tu vas pouvoir t'arrêter et tu vas pouvoir te brancher, quoi. Donc, c'est vraiment une belle solution. Ouais. C'est le signe d'une évolution et du fait que la recharge va se mettre là où on en a réellement besoin et sans avoir à s'en préoccuper. J'ai eu l'exemple récemment d'un Castorama, pas très loin de chez moi, et j'ai vu qu'ils avaient installé sur le parking 24 points de charge. Alors je sais pas avec qui ils ont fait ça, c'est des petites bornes de recharge. Je pense que c'est du 3 kW ou peut-être du 7 kW. J'ai pas du tout regardé puisque j'ai pas branché ma voiture. Mais 24 points de charge, ça veut dire 12 bornes de recharge. Sur un parking. Alors il y a encore un peu d'éducation à faire parce qu'il y a très souvent des voitures thermiques garées sur les emplacements, ce qui a le don de beaucoup m'agacer. En même temps, pour l'instant, il n'y a pas full en termes de recharge, donc disons qu'on va rester patient parce que ces voitures thermiques ne gênent personne, mais il va falloir que ça évolue. Mais en tout cas, ces points de recharge sur les lieux où on s'arrête pour faire ses courses ou pour avoir une autre activité, c'est vraiment la bonne orientation. Alors ils ont signé match avec PowerDot et effectivement PowerDot s'était un peu spécialisé dans l'équipement des parkings comme ça de grandes surfaces ou de grandes surfaces spécialisées. Tu dois parler du Castorama Rieux, faudra que j'aille faire un tour. Exactement, c'est ça, c'est Rieux. Et alors, dans je la sais pas banlieue si nord de Lyon. Ouais. Nos auditeurs connaissent le business model de ces sociétés un peu, qui est vachement favorable à tous les magasins et n'importe qui a un peu de foncier, qui a un peu de parking. Parce qu'en fait, les Electra, les PowerDot, les stations E, etc., je vais en citer plusieurs pour pas faire de jaloux, c'est un peu comme le coucou qui pique le nid de quelqu'un d'autre. En fait, il suffit de lui donner du foncier et il va venir, il va investir, c'est lui qui va faire les raccordements, qui va ouvrir le point de livraison, qui va payer toute l'infrastructure et ensuite il va l'exploiter. Puis il va même reverser un loyer, si je dis pas de bêtises, à la personne qui lui loue le parking. Donc en fait, c'est tout bénef, j'ai envie de dire, pour ces entreprises-là, qui n'ont pas besoin de faire d'investissement, quoi, et de calculer une rentabilité sur le Bien truc. sûr. Voilà, c'est opéré par quelqu'un d'autre, c'est entretenu, Donc et ça peut aussi éventuellement attirer des clients en plus. Et ça attire des clients, donc j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui sont clients de peut-être un hôtel ou je ne sais quoi, où ils vont dormir une nuit, mais parlez-leur si vous avez un ami qui a une entreprise, qui a du parking, qui a un commerce, dites-lui, vous pouvez faire installer des bornes de recharge et ça va vous attirer du monde et ça va même vous rapporter, quoi. D'ailleurs, quand on va sur les sites de ces différents opérateurs de recharge, que ce soit Electra, PowerDot, etc., vous avez toujours une rubrique vous possédez un terrain, vous possédez du foncier, vous avez une activité, contactez-nous pour voir si on peut installer une borne chez vous. D'ailleurs, Tesla le faisait aussi. Hein. Si vous allez, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant très très longtemps, sur le site de Tesla, on pouvait remplir un formulaire pour faire installer des bornes de recharge sur son infrastructure. Alors, ça concernait la plupart du temps les hôteliers, puisque Tesla avait une stratégie de déploiement de recharge à destination chez les hôteliers qui était aussi un peu précurseur, parce qu'ils ont fait ça dès le début. Mais effectivement, on trouve ça un peu chez tous les opérateurs. Dernier sujet, messieurs. Alors c'est un marronnier, hein. C'est un marronnier, c'est un sujet qui revient régulièrement encore, et je pense qu'on s'est tous un peu agacés à lire les quantités d'informations et puis de fausses informations et d'âneries racontées sur le sujet. C'est le sujet des voitures électriques en hiver.
Alors, vous avez dû tous voir ça ces derniers jours, les fameuses Tesla comme mortes sur des superchargeurs dans le nord-est des États-Unis, à Chicago, à Boston, parce qu'il y a eu des températures, une offensive de l'hiver très forte comme tous les ans à cette époque, et des températures très très froides, jusqu'à moins 35 dans la région du nord-est. Et donc, ce qui a eu pour conséquence que des Tesla, notamment, se sont rendus sur des bornes sur des stations, sur des superchargeurs Tesla et n'ont pas pu charger. Alors évidemment, les médias se sont emparés du sujet avec force photos, posts sur les réseaux sociaux, articles. Si vous faites une petite recherche dans Google, c'est presque une caricature parce que si vous tapez Tesla en panne Chicago, vous devez avoir à peu près 3 ou 4 pages de résultats à raison de 10 résultats par page et tout le monde y va de son article, qui sont d'ailleurs des articles absolument tous copiés-collés les uns des autres, qui n'apportent aucune réponse. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait très froid dans ces régions-là, mais il a fait aussi très froid dans le nord de l'Europe. On en a parlé, parce que les températures étaient descendues même au-delà, jusqu'à moins 40, moins 45 en Norvège, en Suède, etc. Et là, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, les Tesla sur un superchargeur dans une ville ou dans 2 villes n'ont pas pu charger pendant un laps de temps. Donc les médias se sont emparés du truc parce que ça fait toujours du clic et puis et finalement c'était un épiphénomène puisque ce qui s'est passé, c'est qu'on ne sait pas en fait les raisons, mais on imagine les hypothèses, c'est que d'une part, soit les propriétaires de Tesla n'ont pas préchauffé leur voiture pour aller charger, soit ils sont arrivés avec un niveau de batterie très bas, ce qui peut arriver aussi, donc ils sont et puis l'autre hypothèse, c'est que tout simplement c'est une panne des superchargeurs. Alors, tout ça est lié au froid, on est bien d'accord, mais il n'y a pas eu ces problèmes en Europe du Nord avec des températures qui étaient encore plus basses. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas question de nier les problèmes éventuels que peut rencontrer une voiture électrique quant à la recharge par des températures très froides, mais c'est la même chose pour beaucoup de moyens de déplacement. C'est-à-dire que aujourd'hui, essayer de faire rouler une voiture diesel quand il fait à moins 35, je crois que c'est très compliqué aussi. Les avions ne décollent plus quand il fait moins 20. Enfin, donc c'est, on va dire, un épiphénomène, mais qui est monté en épingle d'une façon incroyable. Et puis l'autre réponse aussi, on a eu aussi des posts de personnes qui montraient des Tesla givrés et qu'il était compliqué de les dégivrer, etc. Ce qui est complètement fallacieux puisque il n'y a pas plus facile à dégivrer qu'une voiture électrique. Il suffit d'ouvrir l'application sur son smartphone, même à distance, et puis vous êtes encore au chaud dans votre lit ou en train de prendre votre petit déjeuner. Vous n'avez qu'un clic à faire pour lancer, et je parle pas uniquement de Tesla parce que pratiquement toutes les voitures électriques ont cette fonctionnalité, pour lancer le chauffage, le dégivrage et même éventuellement les sièges chauffants. Ça va prendre 10 minutes, ça va consommer même pas 1 kWh et puis vous arrivez dans votre voiture, elle est dégivrée, elle est chaude et vous n'avez plus qu'à rouler. Voilà, j'ai un peu planté le décor, mais je voulais avoir votre avis, messieurs, parce que je pense que c'est une expérience que vous avez tous vécue. Alors Sébastien, je crois que tu as un petit sujet avec le chauffage avec ta voiture. Ces vaches là, il appuie, ça fait mal. Non mais t'as raison, c'est un marronnier, c'est comme les voitures électriques qui prennent feu, alors faut qu'on débunk un peu, et puis qu'on parle aussi du froid quand même, c'est important. Si vous voulez, il y a eu des études qui sont faites en Norvège, il y a le Viking Assistant Group, donc c'est un service d'assistance routière, donc eux ils sont bien placés pour voir les véhicules qui tombent en panne par grand froid. Voilà, et ils ont en plus ils ont quelque chose de représentatif parce que là-bas ils ont beaucoup d'électriques en Norvège et ils ont pondéré en fonction du nombre de voitures, sinon ça veut pas dire grand-chose. C'est vrai que si t'as que 23 véhicules électriques, 23% pardon des véhicules qui sont électriques en Norvège, c'est pas mal, mais il y aura forcément moins de pannes que sur les 77 autres % de véhicules restants. Mais non, ils ont pondéré et ils se sont rendus compte que sur les demandes d'assistance qu'ils avaient, ils avaient quand même moins de véhicules électriques. Donc ils seraient pas plus sensibles au froid, voilà. Par contre, expérience personnelle, je suis tombé en panne de batterie 12 volts. Il faisait froid et du coup, je pouvais plus démarrer mon véhicule électrique. Ça m'est arrivé 2 fois quand même. D'ailleurs, je crois que c'est les pannes les plus courantes, quoi. Voilà. Alors ça tient pas compte par contre de l'âge des véhicules, parce que si on regarde, c'est vrai que les véhicules électriques en moyenne ils sont quand même récents. Donc c'est sûr que dans le lot des 77% de véhicules
thermiques, eh ben, il devait y avoir peut-être de très vieilles essences ou diesel ou voilà, choses comme ça, quoi. Voilà. Donc non, voilà, les voitures électriques tombent pas plus en panne par grand froid pas plus qu'elles prennent feu. Voilà. Par contre, la recharge, oui, la recharge, elle va prendre plus de temps. Parce qu'en fait, la voiture électrique, c'est un peu comme le vélo, on pourrait dire. L'idéal, c'est d'en faire quand il fait au printemps ou à l'été, ou à l'automne, pardon, quand il fait une vingtaine de degrés. Les batteries elles aiment pas le froid, et le très froid, elles aiment pas non plus le très chaud, hein, d'ailleurs. Mais à la rigueur, il vaut mieux du très froid, du froid que du chaud. Quand il fait froid, moi, ce que je fais, je lance ma charge un petit peu avant de partir, et comme tu disais, Eric, je lance le préchauffage aussi du véhicule. Et sur l'AMG, j'ai peut-être pas de chauffage une fois sur 10, mais j'ai aussi le préconditionnement de la batterie qui peut se faire. Ouais. Et j'ai jamais utilisé spécialement. Donc, il faut savoir que quand une batterie, elle charge, eh ben, elle chauffe. Voilà. Ouais. Donc, quelque part, le fait de la mettre en charge un petit peu avant de partir avec, bah, je la réchauffe un peu, quoi. Voilà. Donc, si vous avez un garage, c'est encore mieux. Tous les véhicules qui sont vendus dans des contrées comme le Canada et tout ça, ils ont des préchauffages de batterie, et même les gens le savent très bien qu'avec leur voiture thermique, il vaut mieux faire dormir leur voiture au garage, ils laissent des petits chargeurs dessus, enfin voilà. Par contre, c'est vrai que le Béotien, là, celui qui arrive à la voiture électrique, qu'il a acheté au mois de juillet-août et qui a une autonomie conséquente, arrive l'hiver et systématiquement sur les forums, les groupes Facebook et tout ça, on voit les gars qui se plaignent, je comprends pas, j'avais 400 km d'autonomie cet été, j'en ai plus que 300. Vous êtes d'accord avec moi là, les amis? Voilà, donc il faut quand même expliquer que la voiture, elle marche pas moins bien. Vous avez tous eu un thermique, vous l'avez démarré par temps froid, ça broute, on peut pas, elle prend pas ses tours, faut le temps qu'elle chauffe et tout ça. Oui, puis une voiture thermique a aussi les mêmes problèmes de démarrage et de batterie de panne de batterie 12 volts parce que quand il fait froid, donc il n'y a pas vraiment de différence avec une électrique en fait. C'est comme pour toutes les batteries, voilà, mais même pour les téléphones. Enfin, je veux dire, la batterie, ça commence à être connu grâce au téléphone aussi. Hein. Un téléphone, vous le mettez dans le frigo, je suis sûr qu'il va perdre des pourcents, et puis quand il est en plein soleil, c'est pareil parce qu'ils aiment pas le chaud non plus, les batteries. Voilà, donc la voiture marche bien, mais c'est juste faut se figurer le courant un petit peu, peut-être comme de l'eau. Moi, j'aime bien comparer, et puis je me dis que quand il fait froid, ça gèle un petit peu. Peut-être les petits électrons, ils ont froid, ils bougent moins vite dans la batterie, voilà. Puis le courant, c'est pareil. Hein. Si je sors le tuyau d'arrosage alors qu'il fait -1, l'eau, elle va avoir du mal à se frayer un passage au milieu des petits glaçons. Voilà, bon, c'est pareil pour la recharge. Donc rien de bien méchant, ça fonctionne, mais on peut même voir baisser son SOH, son état de santé, pour ceux qui sont un peu plus pointus. En hiver, faut pas se faire trop de soucis là-dessus, ça va remonter avec les températures. Donc encore une fois, on le dit à chaque fois pratiquement, mais c'est aussi une question de connaissance, de pédagogie, d'acculturation. Je pense qu'il faut effectivement, ça nécessite un petit effort supplémentaire pour bien se documenter et se dire que gérer sa voiture électrique en hiver, c'est un petit peu différent de la gestion d'une voiture thermique, mais que ça apporte aussi énormément d'avantages. Charles, tu as eu des expériences dans ce domaine? Moi, j'ai l'expérience, c'est qu'avec ma femme, on se bat pour qui va prendre la voiture électrique. Parce que elle roule en T-Roc et moi je roule en Zoé. Et le matin, quand elle ouvre la fenêtre et qu'elle voit que c'est tout givré, et ben là, que la Zoé, elle a juste à appuyer soit sur l'application, soit sur le bouton de la télécommande, ça active le préchauffage de l'habitacle. Ouais. Mais sinon, elle est obligée de descendre, d'aller démarrer sa voiture, etc. Et de la faire tourner au moins 10 minutes, un quart d'heure avant qu'elle commence à chauffer. C'est ça. Et ce qui est marrant, là, j'ai un abonné qui habite au Canada. Et il m'a envoyé une vidéo où il est sur le parking. Et vu qu'il faisait -32, il me dit, moi, ma voiture, elle est éteinte. Voilà, j'ai mis le préconditionnement de l'habitacle. Mais il me dit, 80% des voitures, il était sur le parking d'un supermarché. Hein. Il disait 80% des voitures, sachant qu'au Canada, tu as beaucoup de gros SUV, de gros V8, etc. Et ben en fait, quand ils vont faire leurs courses, pour éviter qu'ils rentrent dans leur voiture et qu'ils refassent très très froid, ils les laissent tourner. Et il me dit, mais ça, c'est tout le temps, quoi. Donc les voitures, en fait, elles sont là, elles émettent du CO2, juste pour notre confort et préconditionner l'habitacle, alors qu'en électrique, alors certes, ça consomme de l'électricité, mais derrière, ça émet pas de CO2 quand tu préchauffes ta voiture. Donc c'est vrai que ça apporte énormément d'avantages. Ouais. J'ai vu ça aussi beaucoup sur les parkings de supermarchés aux US en été.
quand il fait chaud, Oui, mais la clim, notamment dans les régions un peu chaudes, où ça laisse tourner les bagnoles avec la clim pendant que ça fait les courses. C'est horrible. C'est vraiment... non, mais c'est hallucinant. Hein. Vu que j'ai horreur de ça, j'en profite aussi pour vous dire que c'est une infraction au code de la route et que vous pouvez avoir une amende si vous laissez tourner votre moteur pour rien. C'est une pollution, inutile. Donc voilà. Très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour complet de l'actualité de ces derniers jours sur la voiture électrique. Je vous remercie de votre participation active et je vous dis à très bientôt. Merci. L'interview de la semaine. Bonjour Cyril Bravard. Bonjour Éric Dupin. Vous êtes PDG de Smart France. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est Smart France, même si on connaît bien l'entreprise, un peu sa structure, le nombre de salariés, les implantations? Oui, alors Smart France, c'est une Smart Automobile France d'ailleurs, pour être complet, c'est une SAS qui a été créée en 2021, puisque je pense qu'on va y revenir, mais Smart a pris sa liberté par rapport à la structure Mercedes-Benz France récemment, d'un point de vue entité légale. Et donc, elle compte aujourd'hui 14 collaborateurs et nous sommes situés à Montigny-le-Bretonneux. D'accord. Et vous avez combien de revendeurs? Comment ça fonctionne, le réseau Smart? Alors, on a 47 à date, 47 agents réparateurs. Donc ça, c'est on va dire le réseau de distribution et de réparation, donc qui permet un maillage complet du territoire français. Et c'est aussi important de préciser que au-delà de ces points de vente et de réparation, nous avons une plateforme de vente, puisque Smart permet un achat, un parcours totalement digital pour les clients qui le souhaitent. Donc c'est D'accord. l'avantage. D'ailleurs, le client peut choisir d'aller soit en concession, soit de tout faire depuis chez lui sur son ordinateur, soit de faire un mix des deux d'ailleurs. Il peut commencer son parcours d'achat en concession, le finir chez lui, ou il peut commencer chez lui, le finir en concession. C'est extrêmement souple. Et ce sont des points de vente qui sont avec une entité exclusivement Smart ou vous dépendez encore du réseau Mercedes? Nous, on s'est appuyé sur le réseau Mercedes Smart déjà existant. Donc ce D'accord. sont tous aujourd'hui des concessionnaires qui sont aussi concessionnaires Mercedes. Alors justement, donc il y a eu un peu des changements. Aujourd'hui, c'est une société à part entière et non plus une entité de Mercedes. C'est ça, hein, c'est une Ouais, une SAS ou enfin c'est une société qui a sa propre structure juridique. exactement. Oui, c'est une entité légale qui est Ouais. séparée de Mercedes France maintenant. Oui. D'accord. Et donc vous avez dans le capital de Smart Mercedes-Benz encore et puis ce groupe chinois Geely. Exactement. Oui, c'est une joint venture, donc une coopération entre à 50% Mercedes-Benz et 50% Geely, effectivement, où les rôles sont extrêmement bien définis. Puisque Smart est une marque européenne, donc elle est conçue en Europe. C'est Mercedes-Benz qui la design, donc les voitures prennent naissance dans les studios de design de Mercedes-Benz, ce soit d'ailleurs des studios situés en Allemagne ou dans le sud de la France, D'accord. par exemple, puisqu'on l'oublie, mais Mercedes a des designers dans le sud de la France. Et donc elle prend naissance, on va dire, sur les tables de dessin de Mercedes, puis après elle est fabriquée par Geely en Chine. D'accord. Donc le design et la c'est uniquement le design Intérieur-extérieur. d'accord. Ouais, ouais, et interface utilisateur. D'accord. Très bien. Et donc en fait, Mercedes-Benz a une indépendance totale sur cette partie design et création. Oui, alors à la fin, les décisions sont prises par tous les actionnaires, donc Ouais, bien sûr que tous les actionnaires ont leur mot à dire sur bien le sûr. sur le design, mais en tous les cas, le design est proposé et conçu dans les studios de Mercedes. Alors vous êtes vous-même directeur général de Smart France depuis avril 2021, si je ne me trompe pas, donc ça va bientôt faire 3 ans. Vous avez eu des chantiers prioritaires, j'imagine. Quel bilan vous en tirez 2 ans et demi plus tard? Un chantier prioritaire, il était extrêmement simple. C'était Ouais, de commencer par créer l'entité légale. Donc mon premier acte, ça a été de créer cette SAS.
et puis de constituer l'équipe. J'ai commencé Ouais. donc tout seul, donc il a fallu que je m'entoure. Je pouvais pas faire tout seul, tout seul, donc je me suis entouré de collaborateurs. Et après, ben, il avait fallu commencer par nommer le réseau, définir les process de vente, homologuer la voiture. Enfin, c'est vraiment comme si, comme on partait d'une feuille blanche, c'est comme si on lançait une nouvelle marque. Donc la marque évidemment existait, hein, Smart existait déjà, mais c'est comme si on repartait de zéro totalement, du début à la fin sur les process de vente, d'homologation, d'immatriculation et ainsi de suite. Donc il a fallu tout créer. 2 ans de mode projet, on va dire, pour préparer l'arrivée des voitures. Vous partez vraiment de zéro, un peu en mode start-up, c'est-à-dire que c'est comme si vous créez votre propre petite entre guillemets entreprise et il faut partir de zéro. Alors y compris l'homologation des voitures, ça doit être un process un peu compliqué, ça, non? Alors l'homologation, elle est européenne, mais il y a Ouais. une certification française de l'homologation européenne qui, bah, quand on n'y est pas habitué, oui, c'est pas simple. Alors maintenant, ça va mieux, forcément, une fois qu'on l'a fait une fois. Mais oui, c'est du travail administratif, donc oui, qui nécessite aussi un savoir-faire. Donc, il faut être bien entouré aussi pour mener toutes ces tâches à bien et de pas avoir de surprise lorsque on reçoit les premières voitures et qu'on veut les immatriculer. Donc ça, faisait partie de mes attributions. Donc voilà, 2 ans avec toute l'équipe de mode projet pour préparer l'arrivée des voitures, globalement, qui s'est fait en juin-juillet 2023. Donc 2 ans après mon arrivée au poste, effectivement. Alors aujourd'hui, j'ai vu que donc Smart est devenu une marque 100% électrique. C'est ça, il n'y a plus que des voitures électriques chez Smart. Ça l'était déjà avant mon arrivée. En réalité, Smart est une marque 100% électrique depuis 2019. Ouais, Donc on continue dans cette ouais. trajectoire, hein. Mais ouais, depuis 2019, donc près de 4 ans que Smart a décidé de ne faire que des voitures 100% électriques. Donc entre 2019 et l'arrivée de la hashtag One et de la hashtag 3, il y avait donc la Fortwo électrique. C'était le seul modèle de la marque pendant cette période-là et qui était donc électrique. Oui, il y a eu la Forfort également, Ouais. mais effectivement, aujourd'hui, en dehors de ce qu'on appelle nous les Smart nouvelle génération, donc celles qui sont issues de la coopération entre Smart et Geely, aujourd'hui demeure la Smart Fortwo électrique, 100% électrique. Hmm. Je me souviens d'ailleurs très bien du lancement de la Smart Fortwo électrique. Alors il y avait eu, je crois, un premier modèle il y a très longtemps, mais le lancement de la génération actuelle, c'était fin 2016. Elle est arrivée sur les routes européennes en 2017, je crois. Euh, ok, donc aujourd'hui, vous tirez quel bilan de l'année 2023, par exemple, en termes de vente et de part de marché? Alors c'est tôt, hein, pour parler pour tirer un bilan puisqu'on a Ouais, 6 mois de commercialisation globalement. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le très bon accueil qui a été fait à la voiture, à la Smart Hashtag One. Très bon accueil de la part des professionnels de l'automobile, que ce soit réseau ou même vos collègues journalistes, de la part des clients également. Je crois qu'on nous attendait pas forcément. Euh, à la fois, bien sûr, en termes de cette gamme de véhicules, mais aussi en termes de qualité de performance. On ne nous attendait pas là. Donc oui, il y a eu de la surprise et au final, des réactions très positives. Donc c'est une satisfaction réellement sur ce lancement. à propos des clients, vous avez des clients types Smart, c'est un type de client bien défini. Est-ce qu'il vous suit dans ces nouvelles gammes? Alors, très clairement, même si c'est tôt encore pour avoir une tendance générale sur 6 mois, mais la majeure partie de nos clients sont des nouveaux clients, Hmm. pas forcément des clients qui étaient Smart. Pour une raison, pour moi qui est simple, hein, c'est que, un client qui, veut un véhicule de place, donc qui était client Fortwo, hem, vous n'allez pas lui faire acheter un véhicule 5 places s'il veut une micro citadine. Donc c'est pas parce qu'elle s'appelle Smart qu'on va basculer un client Fortwo sur un SUV 5 places. Le client qui voulait une micro citadine pour rouler en ville parce qu'il aime ce côté extrêmement compact, bah, il restera en micro citadine et il pourra renouveler sur une nouvelle Fortwo s'il le souhaite. Donc bien évidemment que nos clients, on va aussi les chercher à l'extérieur de la marque, même si certains clients Smart historiques
qui avaient pu, pour certains, être déçus de devoir quitter la marque parce que la famille s'était agrandie Ouais. et qu'ils pouvaient plus utiliser au quotidien leur fourre-tout pour déposer les enfants à l'école ou aller travailler. Ces clients-là, qui voulaient rester avec Smart, sont extrêmement contents de voir arriver des véhicules qui peuvent enfin répondre à leur usage. Donc ils ont pu rester dans la marque grâce à ça. Mais l'essentiel de nos clients sur ces 6 premiers mois et des clients sont des clients qui sont issus d'autres marques. D'accord. Donc vous avez d'une part les clients qui sont attachés à la marque et qui Oui, vont peut-être vous suivre sur exactement. d'autres catégories, d'autres segments, et puis il y a des clients qui sont attachés à la taille de la voiture. Exactement. Et ok, Et d'accord. ceux-là, vous n'allez pas leur faire acheter un véhicule de 4,40 m quand c'est la Fortwo qui les intéressait. Donc ils pourront rester clients de la marque, hein, puisque la Fortwo existe toujours, hein. Attention, la Smart Hashtag One et Smart Hashtag 3, ces voitures-là complètent la photo de famille, mais ne remplacent pas la Smart Fortwo, bien évidemment. Quels sont les tarifs de la hashtag One et de la hashtag 3 justement aujourd'hui? Alors, Ou à les partir de tarifs, combien? ils commencent à 36 000 euros Mhm. pour la Smart Hashtag One et 37 000 euros pour la Smart Hashtag 3. Et donc c'est un positionnement, alors c'est bon, ça reste raisonnable pour des voitures qui sont quand même assez cossues, bien équipées. C'est des voitures d'ailleurs qui sont très technologiques, hein. Je crois que vous êtes assez en pointe sur ce domaine en termes d'infodivertissement, d'aide à la conduite, etc. Oui, on essaye. En fait, si vous voulez, même si nos véhicules, ils ont grandi, Ouais. malgré tout, ce qui est important pour nous, c'est de garder l'ADN de Smart. Donc cet ADN, c'est d'être un peu moins conventionnel, on va dire, que les autres marques. Donc ça passe par pas mal de choses, ça passe par un design. Nos véhicules, ils passent pas inaperçus. Et je parle pas que de l'extérieur, je parle aussi de l'intérieur. Si vous regardez l'intérieur d'une Smart Hashtag One, une Smart Hashtag 3, on est très loin de ce qu'on voyait dernièrement en véhicule électrique, qui sont des voitures extrêmement dépouillées, tableau de Mhm. bord très dépouillé. Nous, on a pris le contre-pied de ça. Donc c'est tout à fait assumé, hein. On essaie dans l'ADN de Smart de faire des choses un peu différentes. Et la connectivité, comme vous le disiez, Eric, était important pour nous. Donc on axe aussi beaucoup là-dessus. Ce qui guide nos ingénieurs, c'est d'arriver à proposer un écosystème dans lequel il n'y a pas de rupture entre le conducteur, son smartphone et sa voiture. Mhm. Donc c'est vraiment ce qui nous guide. Et en plus de cela, ajouter une touche un peu voilà, non conventionnelle, notamment l'infotainment qui a un traité un peu particulier par rapport à d'autres marques où il y a un traitement gaming, si vous voulez, Ouais. de l'infotainment. Voilà, donc ça c'est des petites touches smart, un avatar Voilà, il qui y a est un avatar, un voilà, petit personnage, hein, qui. exactement un petit personnage qui est un renard pour la Smart Hashtag One, Ouais. donc le côté malin du renard, et un guépard pour la Smart Hashtag 3, donc guépard un peu plus dynamique, on va dire, sportif que son collègue le renard. C'est pas agaçant au bout d'un moment, ça? Est-ce qu'on peut le désactiver, ce petit avatar? Alors, vous pouvez pas le désactiver, après, il prend pas beaucoup de place, Mhm. j'ai envie de dire, à l'intérieur de votre expérience client. Vous ne pouvez pas le désactiver, il est là, après, libre à vous de le solliciter ou pas, mais il y a peut-être. J'ai pas de retour comme quoi c'était un irritant, puisque ça. Après, il y a des gens qui adhèrent ou qui n'adhèrent pas. La majeure partie de nos clients, bien sûr, adhèrent, sans quoi peut-être ils seraient pas devenus clients. Mais voilà, il y a pas de, c'est pas un irritant particulier. Voilà. C'est le côté un peu décalé de Smart en fait, hein, donc. Ouais, ouais, complètement. Il y a beaucoup de aujourd'hui sur le marché de la voiture électrique, il y a essentiellement des SUV compacts. Donc vous avez vous un petit peu emboîté ce pas avec la hashtag One et la hashtag 3, même si de point de vue ligne, elle se distingue un petit peu. Alors justement, vous avez aussi bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des concurrents, mais à l'intérieur même de votre groupe, Gilly, comment vous faites pour vous distinguer de toute cette offre aujourd'hui? Alors, comme je le disais, nous on cherche à faire des choses un peu différentes des autres. C'est vraiment ce qui nous caractérise, je pense. Et lorsque vous regardez nos voitures, que vous aimiez ou pas, elles ne laissent pas indifférente. Et une fois de plus, je suis sur le design, mais l'intérieur également, la manière d'interagir avec la voiture. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Et aussi, parce qu'il n'y a pas que l'objet en tant que tel, la voiture, mais il y a aussi l'expérience client qu'il y a autour et le mode de distribution. Nous sommes les seuls,
tous les cas, on était les premiers à proposer un parcours client qui soit totalement, je le disais au départ de notre entretien, totalement possible en ligne ou totalement possible physiquement dans le réseau, ou voire même de faire un peu des deux, de panacher à la fois des rendez-vous chez les concessionnaires, par exemple, pour faire l'essai de la voiture, et de pouvoir finaliser l'achat à la maison. Donc ça, c'est tout ça, c'est tous ces touches très particulières à Smart qui font la différence par rapport aux autres. Alors, il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée là pour les constructeurs, alors soit chinois, soit de capitaux chinois, soit qui font fabriquer leurs voitures en dehors de l'Union européenne. C'est donc la disparition, enfin le nouveau mode de calcul du bonus écologique qui vous a exclu de facto. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre stratégie pour contrer cette offensive européenne? Alors, Enfin française en l'occurrence. Ouais. Je commande pas la mesure sur le fond, pour la simple et bonne raison que on est une marque européenne. Je suis citoyen européen, citoyen français, et je comprends tout à fait que ce soit vertueux de vouloir inciter à relocaliser la production en Europe. L'irritant pour moi était plutôt sur la forme, c'est-à-dire la brutalité du timing, la brutalité de la mise en place. C'est-à-dire que été 2023, on reçoit un premier jet de ce décret, et il est mis en place le 15 décembre de la même année, quelques mois après. Le temps législatif, c'est clairement pas le temps industriel. Vous pouvez pas demander à un industriel de prendre des mesures, et en l'occurrence relocaliser sa production en Europe, puisque c'est le sujet, hein. C'était de punir, entre guillemets, ou de bannir, on va dire ça comme ça, les marques qui fabriquaient en Chine, et dont on est une marque européenne certes, mais qui fabriquait en Chine. Donc on s'est retrouvé emmenés. Vous pouvez pas leur dire de se retourner en 6 mois, ce n'est pas possible. Donc moi j'aurais imaginé quelque chose, j'aurais aimé quelque chose de dégressif, par exemple, qui laissait le temps aux constructeurs comme nous qui fabriquions en Chine de se retourner, éventuellement d'étudier une relocalisation de la n'a ça pas été fait, donc c'est ça que je regrette, d'autant plus que Smart, même si nous fabriquons avec Geely en Chine, l'usine de Smart est une des premières usines en Chine à avoir été certifiée par une certification internationale usine zéro carbone. Donc émission neutre en carbone, grâce notamment à des panneaux photovoltaïques qui recouvrent totalement l'usine et qui permettent de créer notre propre électricité. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui m'ont effectivement déplu. Après, à la fin, ce qui est important, c'est ce que le client va devoir payer pour sa voiture. Et donc, heureusement, et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, bien que nos voitures soient premium, extrêmement bien équipées, avec des performances électriques qui sont bonnes, heureusement, nous avions bien travaillé notre prix lors de l'introduction sur le marché, et avec un jeu de remise, puisqu'en ce moment, on fête nos 25 ans, puisque la marque en 2023, fin 2023, fêter ses 25 ans. Du coup, on a des remises là de 2 000 € sur la Smart Hashtag 3 et de 3 000 € sur la Smart Hashtag One, qui en plus nous permettent de vraiment rester très compétitifs. Et voilà, c'était pas une annonce particulièrement réjouissante, très clairement, en fin 2023. Alors, vous venez de parler de prix, c'est la question que j'allais vous poser, puisque depuis le début de l'année, on assiste à une véritable guerre des prix entre les constructeurs sur le segment de l'électrique. Pratiquement tous les constructeurs, tous les groupes ont commencé à baisser leurs prix, justement en réponse à la disparition de ce bonus. En fait, il y a un effet domino, il y a un effet de cascade, c'est-à-dire que les constructeurs chinois qui étaient concernés par la disparition du bonus ont baissé leurs prix pour compenser, et du coup, bien les constructeurs européens ont tendance un peu à suivre. C'est le cas chez Renault, c'est le cas chez Volkswagen, c'est le cas chez Stellantis maintenant.
Vous avez donc proposé un programme de remise entre 2 et 3 000 euros. Vous pensez que ça sera suffisant? Comment vous avez vécu cette baisse? Est-ce que vous avez eu un sursaut de commandes à la fin de l'année et puis d'un coup maintenant un très gros ralentissement, ou est-ce que ça ne se sent pas? Non, on a bien sûr, alors même si on était encore en phase de lancement, hein, fin Ouais, 2023, on a bien sûr pris plus de commandes, on va dire, sur la quinzaine, première quinzaine du mois de décembre qu'on en avait pris le mois précédent. Mais c'est pas pour autant à l'arrêt depuis, puisque la chance que nous avons, tout ça, c'est on a lancé depuis le tout début d'année la nouvelle Smart #3. ouais. Donc elle nous crée une actualité et une dynamique commerciale. Après, comme je le disais concernant les remises, elles viennent compléter ces remises que nous avons en ce moment, un prix. Et nous, vous savez, on est en modèle de vente directe, donc le prix d'affichage, c'est le prix net, hein, le prix qui est vraiment proposé au client. Mm. Un prix qui était déjà bien travaillé, qui nous permettait, et je le dis d'autant plus simplement que on pouvait le lire dans la conclusion de la majeure partie des articles qui ont été faits ou des reportages qui ont été faits autour de nos véhicules. Pour le niveau d'équipement et pour la performance, on parlera de performance électrique, c'est-à-dire d'autonomie ou aussi de capacité de recharge. Pour ce niveau d'équipement et ses capacités, ses performances électriques, nos véhicules étaient très bien placés d'un point de vue prix. Donc peut-être que les concurrents aujourd'hui, certaines marques, certains concurrents ou certains constructeurs automobiles revoient leur prix, mais finalement ils vont se remettre peut-être à des niveaux plus réalistes auxquels nous étions déjà avant. Et les remises supplémentaires que nous faisons en ce moment pour fêter les 25 ans de Smart nous permettent vraiment d'être très compétitifs. Donc je pense qu'on n'est pas exactement dans la même situation. Justement, côté technique, la hashtag One et la hashtag 3 reposent sur la même plateforme, hein. On est sur la plateforme modulaire SEA, c'est ça? Exactement. Elles ont quelle capacité de batterie et quelle puissance de recharge, respectivement? Alors cette plateforme, effectivement, qui a l'intérêt être modulable, donc on a pu très facilement adapter à la fois sur l'hashtag One et l'hashtag 3, nous permet globalement d'autoriser jusqu'à 455 km d'autonomie. Ouais. Et plus important, et ça je suis sûr que vos auditeurs le savent mieux que quiconque, aussi important que l'autonomie, on va dire ça comme ça, la capacité à recharger vite, Ouais. puisqu'elle autorise, donc il y a un chargeur embarqué en courant alternatif de 22 kW. D'accord. Ça c'est important parce que quand on veut comparer à la concurrence, souvent ces chargeurs sont en option. Mm. Donc nous, on est en 22 kW en courant alternatif, et en courant continu, on autorise un pic à 150 kW, ce qui fait que vous rechargez de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Voilà. Et ça, Dieu sait si quand on roule, c'est important de pouvoir récupérer 300 km en 25 ou 30 minutes. Très bien. Cyril, on va passer maintenant aux questions des auditeurs. Alors, je vais vous poser 3-4 questions dans ma voix qui m'ont été transmises, et puis après, on écoutera nos auditeurs qui vous poseront les questions directement. Alors, à quand une Smart 3 Pulse? Voilà, ça c'est la première question qu'on m'a posée. Donc, c'est une 4 roues motrices en fait, hein, qui existe aujourd'hui en Smart Hashtag One. Ouais. Pour répondre à votre auditeur, j'ai pas de scoop et de date définitive, mais je pense sincèrement qu'on peut imaginer un véhicule courant de l'année 2024 au moment de milieu d'année, on va dire, mais à confirmer. J'ai pas la date définitive encore. Très bien. Alors la question inévitable, on a parlé de la hashtag One et de la hashtag 3. Entre les deux, il y a normalement la hashtag 2 qui n'existe pas aujourd'hui et qui pourrait être éventuellement, on l'imagine, une remplaçante de la Fortwo. Vous avez des informations ou des plans sur cette future ou hypothétique, ce modèle hypothétique dans la gamme? Alors, c'était une excellente question, on me la pose régulièrement, vous Oui, pouvez j'imagine. imaginer. Effectivement, on travaille, je dis on travaille, donc la décision n'est pas prise, mais on travaille à donner un successeur à la Fortwo. C'est un véhicule auquel Smart doit beaucoup, pour pas dire tout, en tous les cas sa renommée. Ouais. C'est une icône pour nous, et on souhaite tous, chez Smart, pouvoir donner un successeur à la Fortwo dans le cadre de la Smart nouvelle génération, donc dans le cadre de cette coopération entre Mercedes et Geely.
Et effectivement, si ça se vérifie, elle s'appellera l'hashtag 2. C'est la raison pour laquelle on est passé de hashtag 1 à hashtag 3, parce que le numéro 2, c'est un numéro fétiche. On peut pas y toucher, deux comme deux places. Et donc, on a mis ce hashtag 2 de côté. Et j'espère que effectivement, cette décision sera prise prochainement et qu'on sera en mesure de donner un successeur à cette Fortwo. C'est un peu, alors on en parle beaucoup aujourd'hui des micro-voitures, des petites voitures électriques très sobres qui servent à des déplacements urbains, périurbains, périphériques, mais qui finalement correspondent à 90% des besoins. Et aujourd'hui, vous avez toujours la Fortwo, mais avec ces modèles un peu plus importants en taille, vous êtes un peu éloigné de cet ADN. Vous pensez que justement, vous rentrerez à nouveau dans l'histoire avec une hashtag 2 qui correspondrait vraiment à ces besoins. Et finalement, aujourd'hui, on n'a pas énormément de micro-voitures comme ça électriques à part la Fortwo. Non, je pense aux vous avez K-Car raison. japonaises, par exemple. Il y en a pas beaucoup, mais je vais toucher un sujet qui peut être douloureux. Et la raison pour laquelle il y en a pas, c'est que une marque ne peut pas survivre, subsister en adressant qu'un seul marché qui serait un marché de niche. Donc oui, nous gardons, nous restons sur ce marché de la micro-citadine. La Fortwo est toujours commercialisée actuellement. Oui, j'espère que nous aurons un successeur à la Fortwo dans le cadre de la Smart nouvelle génération. Mais oui, je suis très content de compléter la photo de famille avec d'autres véhicules qui adressent des segments plus larges pour assurer l'avenir de Smart et sa pérennité, parce que c'est bien là l'enjeu, parce que faire survivre une marque en Europe ou bon, même dans le monde entier en adressant qu'un seul marché extrêmement réduit de micro-citadines sur un marché de niche, c'est malheureusement pas viable. Donc c'est important qu'on puisse élargir la gamme et avoir une vraie famille. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Je repense à la Fortwo. C'est une petite voiture très très compacte et paradoxalement, j'ai eu l'occasion d'en croiser assez fréquemment aux US. Vous avez un marché pour cette voiture dans un pays qui est réputé pour plutôt rouler avec des très très grosses bagnoles? Vous voulez dire un marché pour la Fortwo ou pour les, Oui, pour la Fortwo et puis pour la Fortwo, alors ça a été là aussi extrêmement ciblé sur on va dire quelques États ou voire quelques villes. D'accord. Parce que véhicule très tendance, c'est plus ça que l'usage qui intéressait. C'était le côté fashion, très tendance de la voiture. Donc grande qui ville. qui d'ailleurs est un des points forts aussi de la marque, hein, ce côté un peu tendance, un peu fashion. Donc ça a joué son plein dans quelques villes américaines, mais c'est pas vraiment un besoin du consommateur américain, très clairement. D'accord. Ouais, parce que en fait, je me souviens parce que j'avais la chance d'y être, le lancement de la Smart Fortwo électrique nouvelle génération, donc fin 2016, avait eu lieu à Miami. C'était assez étonnant. C'est un lancement sur le territoire américain pour cette petite voiture, et c'est pour ça. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'en croiser. Mais alors, et c'est vrai, plutôt dans des grandes villes américaines de la côte ouest ou à New York ou Chicago. Voilà, Los Angeles typiquement. Voilà, on en trouvait. Alors j'ai une autre question d'un auditeur qui me demande pourquoi Smart n'utilise. Alors on a parlé d'infotainment tout à l'heure. Pourquoi Smart n'utilise pas Android Automotive? Voilà, c'est une question très ciblée. Oui. Alors j'espère que je comprends bien la question. Alors Smart utilise pour son infotainment son propre système d'exploitation. Ouais. En revanche, depuis la dernière mise à jour, donc il y a un peu plus d'un mois, Smart, nous autorisons désormais, cette mise à jour a permis l'utilisation de Android Auto et de Apple CarPlay. Donc ce qu'on appelle le mirroring là est désormais possible sur nos Smart hashtag 1 et hashtag 3 depuis la dernière mise à jour. C'est l'avantage d'ailleurs d'avoir des véhicules très connectés et qu'on peut mettre à jour à distance. Ça permet de les faire évoluer, proposer des nouvelles fonctionnalités comme ce mirroring Apple CarPlay et Android Auto. Ça permet aussi de corriger certains bugs, certains manques de fonctionnalités. Voilà. Donc ça, c'est aussi la force de la marque. On en parlait tout à l'heure de ce qui nous caractérise et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup.
Dernière question dans ma voix avant de poser, d'envoyer les questions au format audio. Est-ce qu'on peut espérer une fabrication française ou à minima européenne de Smart? Et si oui, est-ce que vous avez une échéance? Alors, non, il y a pas de, aujourd'hui, j'ai pas d'informations à ce sujet. Par contre, je pense pas me tromper en disant que toutes les options sont sur la table. Voilà. Maintenant, j'ai pas d'infos dans ce sens à ma disposition. Très bien. Allez, on passe aux questions dans la voix des auditeurs. Je vous envoie une première question. Eric, bonjour, meilleurs vœux pour 2024 ainsi qu'à Cyril Bravard, à qui j'aurais deux petites questions à poser. Alors la première de ces questions, elle concerne tout simplement sa mythique citadine, la Smart Fortwo. J'aimerais tout simplement savoir quand Smart décidera de nous annoncer la remplaçante tout simplement de cette voiture qui a fait la célébrité de sa marque. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose dans les cartons. Alors, l'autre question, elle est peut-être un petit peu plus délicate. Cyril Bravard a récemment répondu aux questions d'un journaliste de Sud Radio à propos de la perte du bonus écologique qu'il doit subir pour les changements de réglementation française. Alors, ce que j'aimerais savoir, si sa maison mère, Daimler, elle conteste cette décision en argumentant par exemple que des voitures et des marques concurrentes, je pense à certaines voitures de groupe Stellantis qui sont fabriquées en Pologne, dans des conditions où on sait malheureusement que la Pologne n'utilise pas une énergie de fabrication très très décarbonée puisque c'est du charbon. Alors est-ce qu'ils entendent contester cette décision par rapport à cette situation? Et dans le cas où c'est impossible pour X raisons de protectionnisme et autres raisons, eh bien pensent-ils tout simplement rapatrier la production de ces voitures en Europe, et ça serait sympa si c'était en France, est-ce qu'ils entendent le faire? Et puis le corollaire peut-être de cette question, est-ce que son entreprise pense tout simplement pouvoir maintenir très longtemps cette astuce commerciale qui consiste à réduire largement la marge de commercialisation de leur voiture, du montant quasiment équivalent à cette perte de prime écologique? Est-ce qu'ils pensent que cette possibilité pourra longtemps tenir pour des raisons tout simplement commerciales? Alors, oui, la question de votre auditeur, dont j'ai omis le prénom, il y a 4 questions dans la question, il est extrêmement bien informé. À commencer donc sur le successeur à la Fortwo, effectivement, on l'a déjà évoqué. On y travaille. La décision n'est pas prise, mais on a mis le numéro #2 de côté. Donc, si on valide ce nouveau produit, il s'appellera effectivement Smart #2 et remplacera la Fortwo. Concernant le bonus, donc la perte du bonus écologique, on en a parlé. Est-ce qu'on va faire appel puisqu'il y a une procédure qui est possible? Non, on ne fera pas appel. Les règles du jeu, elles ont été clairement dictées et de toute façon, je pense qu'un appel ne changera pas la décision, très clairement. Le but étant d'exclure ceux qui produisent en Chine, les constructeurs qui produisent en Chine. Donc, je vois pas comment on pourrait, pour la Smart #1, #3, arriver à avoir gain de cause. Et même si votre auditeur le fait bien de le préciser, même si en Chine, dans notre usine, on a une production décarbonée, donc usine zéro carbone certifiée, c'est une certification internationale grâce à l'électricité verte que nous produisons sur place via des panneaux photovoltaïques. Donc potentiellement, même de manière sûre, une production plus propre dans cette usine que dans d'autres usines en Europe. Concernant la relocalisation, on a aussi touché le sujet ensemble tout à l'heure. Toutes les options sont sur la table, mais j'ai pas d'informations à ce niveau-là. Décision, enfin, c'est quelque chose qui date du 15 décembre, cette perte du bonus, donc c'est encore très récent. Mais donc on parle de beaucoup de choses. Tout est sur la table, mais pour l'instant, j'ai pas d'informations, de décisions à communiquer. Et concernant le jeu des remises, alors une fois de plus, heureusement que notre prix véhicule était plutôt très bien fait, ce qui nous permet de pas nous retrouver dépositionnés malgré la perte de ce bonus, et que le jeu des remises que nous avons en ce moment nous permet d'être très compétitif. Est-ce que on peut durer comme ça longtemps? On durera comme ça le temps qu'il faut. C'est de toute façon pas des bonnes nouvelles pour nos marges, et on n'a pas la capacité
subventionner, à remplacer le bonus pour une durée longue, mais le bonus n'a pas non plus probablement vocation à rester très longtemps. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est comme ça, grâce à ce positionnement prix initial bien fait et à ces remises de 25 ans, nous pouvons rester très compétitifs. Voilà, puis après, l'avenir nous dira comment évoluera le bonus en 2025 et 2026. Très bien. Allez, une autre question. Bonjour, petite question à Cyril de Smart. C'est Jean-Christophe d'Arcachon. J'ai pu essayer une Smart #1 sur une longue distance récemment et j'ai utilisé le planificateur intégré à la Smart et il s'est avéré assez déficient. C'est-à-dire que le pourcentage donné d'arrivée à destination s'est avéré complètement faux et le trajet proposé n'était pas très pertinent. On a pu le voir aussi dans une vidéo sur une autre chaîne YouTube. Alors que, c'est étonnant, le planificateur Mercedes, pour le coup, marche très très bien, a des bonnes estimations et plutôt très ergonomique. Sachant que vous avez quand même un lien avec Mercedes, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de partage de cette technologie et pourquoi vous ne bénéficiez pas du travail qui avait été fait par Mercedes à ce niveau-là. Je trouve personnellement que le pourcentage à destination donné par le GPS, quand on indique une destination, savoir à combien on va arriver, c'est vraiment quelque chose qui est quasi obligatoire sur une voiture électrique pour faire disparaître toute anxiété d'autonomie et de recharge. Et quand le chiffre indiqué est faux, on n'a plus confiance en la voiture et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Je reconnais cette voix. C'est Jean-Christophe de la chaîne EV. Oui, j'avais reconnu la voix. Grand professionnel. Et il a raison. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de planificateur encore à date dans le Smart nouvelle génération. C'est quelque chose que nous avons, nous les marchés, en particulier Smart France, demandé, on va pas dire exigé auprès de nos actionnaires, de notre maison mère. Ils nous ont promis un planificateur qui sera via une mise à jour prochaine, pas la prochaine, mais mise à jour prochaine. Mais aujourd'hui, il n'y a clairement pas de planificateur. Enfin, c'est la raison pour laquelle Jean-Christophe s'étonne que le pourcentage à l'arrivée soit pas bon, puisque c'est pas un planificateur au sens où on voudrait, ou en tous les cas, on aimerait le voir, on devrait le voir dans une voiture électrique. Donc c'est dans un deuxième temps où on aura un planificateur intégré dans les Smart nouvelle génération, ce qui explique la situation actuelle. Donc à venir dans une future mise à jour. Et c'est une excellente question. Oui, et c'était aussi une excellente nouvelle. Ça veut dire que les Smart nouvelle génération vont pouvoir recevoir des mises à jour over the air, c'est par Internet. Oui. D'accord. Complètement, oui, c'est déjà le cas. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de la fonction mirroring de Apple CarPlay Android Auto. Ouais. C'était pas le cas, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une question aux éditeurs lorsque on a lancé le véhicule en juin dernier. C'est lors d'une récente mise à jour, la dernière mise à jour qui a été faite il y a un mois, que l'intégration Apple CarPlay et Android Auto a été rendue possible. Et on va utiliser toutes ces mises à jour à distance à l'avenir pour à la fois corriger les bugs quand il y en a, corriger les défauts et améliorer les fonctionnalités et créer de nouvelles fonctionnalités telles que ce planificateur à venir. Très bien. Alors, puisqu'on est avec Jean-Christophe, on reste avec lui parce qu'il avait une deuxième petite question pour vous, Cyril. Votre gamme est actuellement composée uniquement de SUV, même si ce sont des petits SUV, ça reste des SUV. Et il y a quand même une partie importante des utilisateurs de voitures électriques qui ont envie de migrer vers des berlines pour bénéficier d'un meilleur aérodynamisme et donc de meilleure consommation et d'autonomie accrue. Est-ce que dans votre plan, il y a une berline ou un break en préparation dans un futur plus ou moins proche? Merci. Non. Et sur des bonnes questions. Alors déjà, avant de répondre ou de ne pas répondre à la question de Jean-Christophe, déjà je voudrais casser un peu un mythe, si vous me permettez. Vous me dites, Eric, si je dépasse le sujet, mais le mot galvaudé de SUV. Aujourd'hui,
les SUV, prenons le cas de Smart par exemple, hein, donc Smart hashtag 1, hashtag 3, SUV, SUV coupé, sont des véhicules qui font entre 1,55 m de hauteur pour l'hashtag 3 et 1,62 m pour l'hashtag 1. On est très très loin de la symbolique du SUV haut sur pattes. Du X5. Alors, je cite même pas de marque, je veux dire la symbolique du SUV haut sur pattes, symbole d'arrogance, d'individualisme, enfin voilà, et de pollution. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on met derrière ce terme. Néanmoins, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a SUV, SUV. Et d'ailleurs, Jean-Christophe le laissait très bien sous-entendre. Typiquement la Smart hashtag 3, j'invite vos auditeurs à aller voir des photos sur internet ou passer en concession. On est entre un SUV coupé et un véhicule shooting break. Enfin voilà, c'est clairement une parfaite mixte des deux. Sur la berline en tant que telle, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations à donner à vous communiquer sur quelle direction va prendre la gamme. On s'interdit rien et la famille Smart probablement continuera de s'agrandir. Donc la berline, pourquoi pas, mais à date, je n'ai pas d'informations à donner, mais je comprends parfaitement la question, notamment en termes d'efficience. Je pense que grâce à l'électrique, les berlines reviendront sur le devant de la scène. J'ai connu une époque dans une autre marque, et c'est aussi, ça reboucle aussi avec le fait de dire ouais, les constructeurs font des SUV, donc vous ne donnez pas le choix aux clients que d'acheter des SUV. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que les clients achètent des SUV parce que ils y ont un intérêt, ils trouvent ça plus confortable, plus agréable, aussi plus sécurisant. Pour preuve, en tous les cas, de mon expérience dans une autre marque, je peux vous dire que j'avais à l'époque beaucoup de berlines à vendre, et malgré des remises importantes, on vendait pas nos berlines parce que les clients ne voulaient pas de berlines. Donc c'est pas une histoire de dire le constructeur vend ce qu'il veut, ce qu'il a envie de produire à ses clients. Non, les clients ils veulent acheter des SUV parce qu'ils y ont un intérêt. À l'époque, ils ne voulaient pas de berlines parce qu'ils ne voulaient plus de berlines et vous ne pouviez pas les forcer à acheter des berlines. Et demain, peut-être qu'ils voudront à nouveau des berlines parce qu'effectivement, dans un souci d'efficience, ça peut faire du sens, notamment sur les véhicules électriques. Donc pourquoi pas l'avenir pour Smart, mais je n'ai pas d'annonce à faire à Jean-Christophe aujourd'hui. Très bien. Alors j'ai une dernière question que je pose à tous mes auditeurs. Je suis pratiquement sûr de la réponse. Cyril, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Ah, bien sûr. Et oui, en ce moment, je roule dans une Smart hashtag 1 Ouais. qui est noire, une Brabus. Voilà. Et depuis quelque temps déjà, donc oui, j'apprécie réellement le confort au quotidien, notamment sur les trajets du quotidien pour aller au travail, pour faire des trajets périurbains, on va dire, pas forcément intraville, mais en tous les cas, on va dire départementaux. C'est vraiment un vrai bonheur. Et même sur les trajets longs, j'ai aussi vu ma manière de me déplacer. Pas de planifier, parce qu'en réalité, je trouve que le réseau, contrairement à ce que peuvent imaginer certaines personnes, notamment ceux qui sont en parc au partiel électrique, le réseau c'est tellement bien de recharge, pardon, c'est tellement bien développé ces derniers temps que il y a beaucoup moins besoin de planifier qu'il y a quelques mois, on va dire qu'il y a un an, parce qu'il y a de plus en plus de bornes de recharge, notamment sur l'autoroute. Vous retrouvez des superchargeurs partout. Par contre, ben voilà, je m'arrête plus qu'avant, et avec grand plaisir pour moi et pour la famille aussi. Je dois admettre que je crois que tout le monde a trouvé en qualité en confort et en qualité de voyage. Voilà, mais c'est un vrai plaisir au quotidien, sincèrement. C'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui, on a d'ailleurs eu l'occasion d'en parler déjà dans le podcast, c'est de se dire que finalement les planificateurs sont peut-être pas là pour durer très longtemps, parce qu'aujourd'hui on se déplace, on commence à pouvoir se déplacer avec une électrique presque de la même façon qu'avec une thermique, sans avoir forcément à tout préparer, simplement s'arrêter quand on a besoin de recharger, vu la densification du réseau. Et c'est totalement vrai. La dernière fois, je me suis fait la remarque, je suis allé dans l'Est, sur l'autoroute de l'Est. J'étais agréablement surpris de voir que, je sais pas, peut-être une station sur deux, pour pas dire toutes les stations, il y avait des superchargeurs. Donc je ne touchais pas
à mon planificateur parce que j'ai pas besoin. En fait, je m'arrêtais. Au pire, si cette station-là n'était pas fournie, j'allais à la prochaine qui était 30 km, 30-40 km plus loin. Et il y avait forcément ce qu'il fallait. Donc ouais, c'est une très bonne nouvelle et ça, c'est aussi un facteur anxiogène en moins pour ceux pour lesquels c'était source d'anxiété de passer à l'électrique. Donc je vous encourage réellement à sauter le pas. Très bien, merci beaucoup Cyril Bravard. Je rappelle que vous êtes PDG de Smart Automobile France. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci Eric. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!